Elle a obtenu en 1983 sa licence aux facultés universitaires de Namur en sciences économiques et sociales. Elle a été tour à tour rédactrice en chef pendant 10 ans et puis éditorialiste en chef du journal Le Soir. Auteure, observatrice politique, journaliste et aussi observatrice du monde de l'enseignement et de l'enseignement supérieur. Elle a fait de bien de mes matins des moments inspirants en défendant son point de vue, sa vision du monde en radio sur la première et aussi via son édito. Elle est invitée ce soir pour son esprit de synthèse, grâce auquel elle va dégager une synthèse, des lignes convergentes et divergentes de ce qui s'est dit ce soir. Merci à Elmo de l'avoir invitée, merci à Elmo de m'avoir proposé de l'accueillir, Madame Béatrice Delvaux. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est notamment dû à ma cousine qui est dans la salle quelque part. Je suis pas liégeoise, je suis pas de Charleroi, je suis de Namur. J'ai une cousine qui complète tout ça et qui réduit mes défauts à pas grand chose ce soir. Donc, merci beaucoup. J'ai l'impression d'être de nouveau à l'école, c'est horrible parce que faire des résumés, etc. Parce qu'en général, quand j'écris une vidéo, j'écris ce que je pense et je dois pas être correcte ou nécessairement le lendemain pour être fâchée. Mais en tout cas, moi je fais ce que je veux. Je le dis. Mais les organisateurs n'avaient pas facilité ma tâche parce qu'ils avaient envoyé des questions différentes à tous les intervenants. Et donc je me suis dit, oulala, pour faire une synthèse, ça va être compliqué. Mais ils avaient eu la bonne idée d'inviter des interlocuteurs intelligents, intéressants. Et donc ils ont absolument dynamité le programme et ils nous ont offert quelque chose de personnel. Alors c'est vrai qu'on a l'impression quand on est politique, journaliste, que les débats naît la vérité. Alors, ces temps-ci, on trouve que les débats parfois sont pauvres, se déroulent trop sur Twitter et moins dans les salles et qu'on privilégie les bons mots au contenu. Et donc ici, je trouve que c'est une première conclusion que je voudrais d'abord dresser, c'est que de la superposition de, parce qu'on se dit parfois 3 intervenants qui viennent pendant un quart d'heure, ça va être chiant. Et donc, pas du tout. Donc, je trouve qu'il y a eu beaucoup de contenu. Et que le fait aussi que c'était pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on avait une politique en exercice un peu tenue à l'exercice, parce qu'elle doit parler de sa politique, elle n'a pas beaucoup de possibilités de voler ailleurs que là où elle a mis sa ligne, mais elle nous a rappelé sa politique, c'était intéressant. Que Madame Nissen a pris de la hauteur, et c'était très très intéressant de nous tirer du quotidien qui nous empêche de réfléchir, en fait, de penser qu'il y a des possibles, et surtout de voir la hauteur des enjeux. Alors on sait, financement, réforme de l'État, tout ça, moi aussi, on parfois assez, donc de pouvoir nous rappeler qu'il y a du contenu, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental auquel on doit s'attaquer malgré les difficultés du moment. Je trouve que c'était vraiment particulièrement intéressant de nous faire voler un peu, et de nous faire un peu rêver aussi, de nous faire voir la réalité comme elle est avec sa richesse, sa complexité, mais aussi c'était fantastique en fait, de se dire voilà, le monde qui nous attend c'est celui-là. Et Paul Magnier, je trouve qu'il a rappelé quelque chose aussi très intéressant dans son allocution, c'était le rôle que vous avez dans votre microcosme. C'est-à-dire la chance qu'on a quand on a près de chez soi une institution d'enseignement supérieur, un enseignement, des maisons de la culture, et le fait que les égalités des chances ne sont pas pareilles dès lors que cette répartition n'est pas égalitaire. De vous rappeler à vous aussi l'importance et la chance qu'ont les étudiants d'avoir une proximité de ce genre. Moi je suis namuroise, mais je pense que c'est vrai que ça a été beaucoup plus compliqué pour moi de penser aller ailleurs qu'à Namur. La faculté de Namur était petite, et avec la proximité des profs, j'ai pu faire non pas un diplôme de journalisme, on avait beaucoup, mais un prof qui est venu me dire si tu faisais sciences éco, ce serait peut-être beaucoup mieux pour trouver un boulot. Il avait tout à fait raison. Donc c'est cette vertu-là de la proximité à 2 échelons, c'est-à-dire la proximité géographique, la proximité du professeur et de l'enseignant et de la sollicitude qu'il a pour ses élèves. Donc ça c'est un peu la big picture comme je dis, mais alors il y a des points communs, il y en a. Bon, des grands bouleversements, vous étiez tous d'accord pour vous avez illustré ou dépeint, mais en tout cas il y a d'énormes bouleversements qui sont en cours ou qui nous attendent. Les grandes incertitudes seraient 2035. On aurait dit autrefois, ça c'est de l'incertain, mais enfin bon, les 5 ans à venir on le voit bien, mais aujourd'hui l'incertain c'est 2022. Et donc on ne sait pas. La notion d'incertitude elle-même, ce serait même, c'est presque le rôle des écoles supérieures et de l'enseignement, mais je reviendrai là-dessus. Ça a été dit aussi, c'est que la gestion de l'incertitude doit être au centre des enseignements. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on gère l'incertitude parce qu'on a du savoir, et en fait on voit que finalement le savoir ne correspond pas aux défis du temps. Et donc c'est peut-être plus intéressant d'apprendre à comment gérer le savoir en évolution, ou les incertitudes qui se multiplient,
plutôt que de donner des outils qui sont très vite dépassés, comme d'ailleurs M. Lamette l'a dit. Alors, les questions, qu'est-ce que j'ai mis comme comment une grande incertitude, la transition numérique, bon, qui était présente. Dans les choses plus précises, bon, le lien obligatoire est supérieur, la présence d'inégalités avec cette histoire de taux d'échec en première année, j'ai entendu que c'était une de vos préoccupations avant d'entrer dans la salle. On voit bien que c'est une grande préoccupation, mais c'est une préoccupation plus concrète, donc je témoigne, c'est un travail de maintenant en fait, hein, j'ai l'impression. La vérification des connaissances, c'est aussi un travail de maintenant. Moi aussi, j'ai un fils qui a fait l'université, j'étais abasourdie, les trucs à choix multiples et tout ça. Je bénissais mon université de Namur avec peu de monde. Et ils me demandaient toujours, mais comment tu connaissais tes professeurs? Ils punissent, mais ça veut dire que c'est aussi développer des liens sur la longueur et des conversations très intéressantes. L'examen n'était pas une punition, mais c'était l'aboutissement d'une relation. Donc ça vraiment, que ce soit plus efficace, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a beaucoup interpellé en fait. Alors, dans les questions, il y a des questions ouvertes. Le financement, je ne sais pas. La réforme de l'État, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que vous savez. J'ai bien compris, Fédération Wallonie-Bruxelles, je ne suis pas sûre que tous vos amis soient sur la même longueur d'onde. En tout cas, vous avez des collègues. Donc ça va être compliqué. J'ai l'impression qu'on se mettra plus vite d'accord sur les changements d'horaire entre le supérieur que sur la réforme de l'État. Mais je me enquête, ravi et surprise. L'autre, ça c'est pour les questions qui restent suspendues, elles sont énormes, on ne trouvera pas de solution, mais on est content de voir qu'il y a des gens qui travaillent et qui vont être finalement se mettre d'accord. Besoin et certitude. Alors ça, je trouve que c'est le bel élément de ce qui était là maintenant et ce qui était aussi très très présent, c'est vrai, dans une interview de la rectrice de l'EP, la même chose qui je trouvais super intéressant, ce qu'elle avait dit chez nous, avec cette idée de ce que vous avez appelé le terme de socle commun. Vous avez parlé de transformation intellectuelle majeure et de l'analphabétisme climatique, et je pense que c'est le grand défi, mais de toutes les organisations, c'est aussi une autre comme journal, c'est ce lien durabilité-transversalité, la transversalité, et surtout le sortir des silos. On doit tous prendre une hache et taper dans nos silos. Alors c'est vrai pour les profs d'ici, c'est vrai pour les profs partout, mais c'est vrai partout en fait, parce que on se rend compte qu'un savoir propre ne suffit pas. Je vais prendre mon organisation. Donc, ici, on fait quelque chose de très compliqué au Journal du Soir pour le moment, qui est très audacieux de la part du rédacteur en chef Christophe Berti, qui est de dire, on s'est rendu compte de ça beaucoup avec le Covid, c'est-à-dire que beaucoup de journalistes travaillent, le journaliste économique, il fait son truc économique, parfois il se dit, bon, si une politique intervient, c'est pour le service politique. Alors on n'a qu'une vision de la chose, il cache un peu sa copie, surtout on ne va pas dire à l'autre qu'on est en train de travailler là-dessus, ça va pas aller. Le type qui faisait la santé, il travaillait sur la santé, mais il ne s'intéressait jamais vraiment aux grands enjeux d'environnement, parce que ça c'était le gars qui faisait l'environnement. Et donc c'était extrêmement compliqué. Au moment du Covid, on s'est rendu compte que c'était un problème. Et ça, c'est presque une chance d'avoir un problème. Je pense que les ministres mémoriels l'ont aussi expérimenté quand ils ont décidé de collaborer, comme ça a été le cas dans certaines cibles qui ont été très utiles et très positives, quand tout le monde y met de la bonne volonté. C'est le fait de se dire, bon, on a un truc inconnu qui nous tombe sur la tête ici, on ne va pas y arriver chacun avec son petit outil, on va mettre tous les outils ensemble et on va faire de la pluridisciplinarité. Donc on a mis les équipes ensemble, on a renversé la pyramide, on a dit il y a un truc confinement, un truc déconfinement, un truc Covid, un truc épidémie, un truc alors politique de la santé, et on a mis les gens à travers les thématiques. Et aujourd'hui, on est en train de réorganiser la rédaction comme ça, c'est-à-dire en partant des problèmes et en essayant de mettre les journalistes par spécialité avec la nécessité pour eux de travailler la transversalité. J'admire le rédacteur en chef parce que c'est un truc sur lequel on saute, parce que généralement les gens n'aiment pas. Mais c'est extrêmement important et à une grande surprise, tout le monde était ravi, parce que tout le monde est démuni. Mais on se rend compte aussi que les gens n'ont pas été habitués à travailler comme ça, n'ont pas été habitués à apprendre comme ça. Et on le voit ici, il y a cette controverse très intéressante qui est née d'un chargé de cours à l'école de commerce, à l'école Business School à Louvain, qui a donné une réflexion, j'ai vu signée par une série de profs d'écoles de gestion qui ont fait une carte blanche chez nous en réponse à ce prof. Et la question c'était, le gars, vous l'avez sûrement lu, parce que ça fait beaucoup bouger, le chargé de cours disait, moi je ne peux pas travailler dans mon école de gestion parce qu'elle nie les problèmes de paradigme et de développement durable, etc. Et les autres ont dit, oui, mais nous on essaie de travailler à l'intérieur de ça pour changer, pour amener cette réflexion transversale. Et je trouvais que cette idée de Madame Chose, alors bon, je ne sais pas, c'était pas bien pour les PLP, mais qui crée un cours, qui vont créer à partir de maintenant, le deuxième semestre, je crois, un cours pour les bac 1, sur un cours transversal pour toutes les disciplines, où tout le monde devra passer par cette initiation au développement durable. Je trouve que c'est bien, mais c'est indispensable, c'est urgentissime. Et ça demande aussi, parce qu'on le voit, vous le sentez-vous, dans le débat politique, quand on a
finalement un débat assez pauvre qui parfois joue sur les mots pour définir des réalités différentes, parce qu'on pense que l'idéologie est plus importante que l'action commune. Hein, je veux dire, j'ai fait une interview de Esther Duflo, là, qui paraît demain, la prix Nobel d'économie, elle est charmante parce qu'elle dit oh, s'ils se disputent sur les mots, mais finalement ils en trouvent un sur lequel ils sont d'accord pour quand même prendre la bonne décision, on ne va pas être triste. Mais ça prend beaucoup de temps, et la bataille sur les mots, elle est intéressante intellectuellement, mais quand elle a du contenu. Donc je pense que tout le monde doit réapprendre à travailler ensemble et à travailler la durabilité, la complexité, le recul critique, la problématique des inégalités, qui va être centrale, et aussi la problématique de la prise de décision. Je pense qu'il y a un enseignement à avoir ici dans les écoles supérieures, à l'université, mais aussi peut-être à l'école primaire, parce que c'est vrai qu'on nous disait que maintenant ça commence tôt, mais c'est aussi de savoir prendre des décisions collectives. Esther Duflo dit en fait que les sociétés occidentales sont malades du biais de statu quo, comme elle l'appelle. C'est-à-dire le fait que les gens, les institutions, ne savent pas bouger face à l'urgence. Et donc on doit trouver une manière aussi d'apprendre à décider. Et ça, je pense qu'on doit l'apprendre à l'école. Or, très souvent, dans beaucoup et je pense que vous le faites sans doute beaucoup mieux que ce qui m'a été enseigné à l'époque, mais on est encore trop sous des décisions qui sont prises, qui nous sont imposées, on a peur de laisser le flou. C'est ça qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez sur l'enseignement à distance, c'est qu'à un moment donné, c'est plus les élèves qui se posent des questions, c'est les profs. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Je vais le faire autrement? Donc on est obligé de bouger les lignes. Mais je pense que la prise de décision, on le voit dans nos sociétés qui sont tellement bouclées, bouchées et bloquées, ça fait partie d'un enseignement. Durabilité, transversalité, pensée contenu, avant tout, complexité, recul critique, inégalité, prise de décision. Des forces, il y en a. Dans vos exposés, on a vu que les réformes sont possibles. Je vais expliquer l'histoire de réforme à distance, il faut une révolution sur le cours. Le parcours étudiant, quelque part, quand la ministre lui dit, bon, on l'aime, on l'aime pas, le parcours comme il a été revu, mais on l'a fait là, et elle l'a fait la réforme. Le pacte d'excellence, bon, voilà, il est là. Donc les réformes ne sont pas des monstres lointains et qui ne voient jamais le jour. Je trouve que dans l'enseignement, à plusieurs reprises, il y a eu des avancées. Et la coopération est possible, ça aussi, ça a été dit à plusieurs reprises. Alors, je pense qu'il a été dit des choses très chouettes sur les écoles. Alors je reprendrai à mon compte ce que M. Sautu a dit à propos des recteurs. C'est un terme inconnu pour la plupart de ses pairs. Je pense que ça l'est encore trop pour les journalistes eux-mêmes aussi. Et donc quand vous disiez que les hautes écoles étaient comme précurseurs en termes de pédagogie inversée par projet à distance, sans doute quelque chose sur lequel nous, comme journalistes, nous devrions prendre des exemples chez vous pour mieux expliquer ce que tout ça veut dire. Alors je voulais terminer en lisant le soir, évidemment, le journal. Et donc, ce week-end, nous avons fait l'interview d'un metteur en scène que certains trouveront inconnu, mais qui est l'homme qui monte sur la scène française et qui est venu au Théâtre National, qui s'appelle Mohamed El Khatib. Si vous ne l'avez pas lu, retournez voir. C'était une interview merveilleuse, à la fois sur la progression sociale, c'est façon retour à Reims, Didier Ribon, je ne sais pas si vous avez suivi tout ça, Édouard Louis, c'est-à-dire comment on peut sortir de sa condition et comment, avec des profs formidables, des parents magnifiques, on réussit à faire un parcours. Donc il avait des parents analphabètes et il remercie, je vais le dire pour les professionnels là. Donc le titre c'était « Je dois beaucoup aux enseignants qui peuvent faire changer des destins ». Et donc il nous dit « J'ai bénéficié de l'attention de quelques enseignants qui accordaient un peu plus d'attention à des gosses d'ouvriers, sans doute conscients du manque de mixité à l'école, conscients que l'école ne peut pas qu'être un outil de reproduction. Je dois beaucoup à ces enseignants qui peuvent changer des destins, susciter du désir plutôt que de casser. J'ai eu d'autres professeurs passionnants, parce qu'il en a cité un qui lui avait passé sa grammaire à lui à noter de l'espagnol en lui disant « Je te mets 2 sur 20, mais tu vas voir, tu vas être obligé d'être bon parce que tu vas apprendre dans ma grammaire. » Alors bon. Et j'ai eu d'autres professeurs passionnants. Au lycée d'Orléans, c'était Jean-Claude Buissette, prof de géographie, il était en avance sur son temps. C'était de la géographie, mais c'était en même temps de la sociologie, de l'économie, de l'anthropologie, de l'étude des sols. Transversalité. Il avait une approche globale et il était extrêmement drôle. Il nous racontait des histoires et c'était passionnant. Donc tout le monde voulait devenir géographe. Et je fais ces interviews depuis 10 ans, les racines élémentaires, et je pense que c'est très rare, très très rare, quand il n'y a pas quelqu'un qui remercie un prof magnifique qui a fait de lui ce qu'il était. Voilà, je termine là-dessus.